à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Info Hebdo de cette semaine, une semaine d'actualité politique qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, au menu du décryptage de cette émission, de ce numéro d'émission, nous allons parler de l'ordonnance de non-lieu de Bertin Corville, l'annonce d'adhésion de Bertin Corville au parti politique Bloc républicain. Nous parlons de l'activisme politique de Paul Ronquet, désormais chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Nous parlons de la France qui a accordé le statut de réfugié politique aux juges Batamoussi et Sowe. Et pour un débat en toute équité et en toute pertinence, je reçois pour vous, chers amis internautes, pour le décryptage de ce samedi, Georges Anagonou, les socio-anthropologues analystes politiques. Il sera face à Wenceslas Maoussi, expert en information et en communication. Il sera à côté de Habib Arandessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire MSR. Sans plus tarder, chers amis internautes, on retrouve mes invités pour le décryptage. Le décryptage de cette émission, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Habib Arandessi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Vous êtes face à Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique. Bonjour à vous. Bonjour Kader et bonjour aux co-débatteurs et bonjour aux auditeurs de Esaü TV. Bonjour à vous, Wenceslas Maoussi. C'est une première sur Esaü TV. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour aux co-débatteurs et bonjour aussi aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré l'agenda. Habib Arandessi, vous êtes commentateur de l'actualité sociopolitique au Bénin. Votre page Facebook est assez active. Vous avez suivi cette actualité liée à l'ordonnance de non-lieu en faveur de Bertin Corville. En tant qu'analyste, qu'est-ce que vous en pensez? Merci à vous. Je pense que j'ai donné mon opinion, mon avis sur cette décision du tribunal de Cotonou. Et j'ai tout simplement montré comment aujourd'hui dans notre pays la justice est aux ordres. La justice est au service du pouvoir en place. Parce que cette ordonnance de non-lieu fait suite à d'autres événements. Nous étions là quand subitement nous avons vu au palais de la présidence M. Bertin Corville qui est reçu par le président de la République, Patrice Talon. Alors que dans le même temps, le même Bertin Corville était recherché par la justice. Et son nom était au rouge sur la plateforme du pouvoir, sur la plateforme de la justice. Alors, il est reçu par le président de la République sans que rien ne se passe. Et donc, ce n'est pas étonnant que la justice fasse son travail. C'était prévisible. C'était prévisible parce que déjà, ayant fait son adhésion à la mouvance présidentielle, tous ses péchés en griffes passés lui sont pardonnés. Et c'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Quand, en étant opposant, vous décidez de chanter les louanges du prince ou bien du roi, eh bien, même si vous étiez recherché, même si vous avez commis n'importe quel crime, vos péchés vous sont pardonnés. Est-ce que vous partagez cet avis, Georges Anagonou? Est-ce que désormais au Bénin, lorsque vous acceptiez faire mea culpa avec le régime en place, lorsque vous acceptiez être de connivence avec le pouvoir, votre ardoise judiciaire est effacée? En fait, être militant, c'est aussi refuser que l'injustice s'installe. C'est refuser que l'injustice s'installe et rester accroché à ce que vous pensez être juste, même si vous voyez que devant vous, les gens ils font autre chose. Je pense que non-lieu en droit a son sens. Comment on peut vous blanchir? Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on vous dit un non-lieu, il semble que, peut-être on n'a pas eu suffisamment d'éléments pour finalement vous condamner. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais il semble que c'est... Le non-lieu a un sens. Oui, le non-lieu a un sens. Et quand Habib dit que c'était prévisible, à mon avis, il ne faut pas prévoir ce qui n'est pas juste. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, je comprends quand vous commencez l'analyse avant l'acte. C'est votre... Quand on commence l'analyse avant l'acte, cet événement avant l'acte était un événement que nous pouvons aussi considérer, nous pouvons demander à un chef d'État d'être conciliant,
de pouvoir pardonner, de pouvoir exécuter, de pouvoir excuser les autres, étant dit que le chef de l'État est le premier d'entre nous, donc il est le père de tout le monde. Donc les actes qui ont été posés pour moi ne devaient pas être déterminants pour ce que la justice va dire. Jamais d'ailleurs. Ça ne doit jamais être le cas. Maintenant, peut-être que le juge aujourd'hui a trouvé que les éléments à charge n'étaient pas suffisants pour qu'une condamnation intervienne. Et donc, à partir de ce moment-là, le juge porte à lui tout seul la responsabilité de la décision qu'il a prise. Et je ne veux pas croire que c'est parce que le chef de l'État a pardonné, que le chef de l'État a reçu quelqu'un, que le juge prend sa décision. C'est ça pour ça que je vous disais, être militant, c'est refuser jusqu'à demain ce qui est injuste. Et moi, étant militant, je voudrais seulement laisser la responsabilité de cette décision-là au juge. C'est lui qui a trouvé qu'il n'y a pas assez d'éléments pour qu'il y ait condamnation. Eh bien, il a fait un non-lieu. Je m'en arrête. Je me tiens seulement à cela. Et là où il y a peut-être problème, c'est si demain, quelqu'un se retrouve dans les mêmes conditions et qu'on refuse de lui accorder le même avantage, en ce moment-là, eh bien, le débat s'installe. On peut faire le débat, mais si aujourd'hui, non-lieu, ce n'est pas la première fois qu'on fait un non-lieu dans notre pays. Ouais, c'est cela. Vous êtes au courant, donc voilà. Moi aussi, que pensez-vous sur le sujet en débat? Bon, moi, j'ai été un peu peiné quand, dans l'analyse de vis-à-vis ici, il voulait raccorder l'audience. N'oublions pas que M. Corvi est rentré au pays dans un contexte de crise. Et quand il est rentré, il n'était pas encore lavé de tout soupçon. Il n'y avait pas encore une décision. Et donc, on peut considérer en ce moment-là que c'était une période où on a entre parenthèses fermé les yeux sur sa situation parce qu'on en avait besoin. Mais après, quand dans une république, un juge prend une décision et à la matière ici, un non-lieu, c'est un non-lieu. On a vu ici, sous Yahi Boni, l'actuel président de la République a bénéficié d'un non-lieu. Donc, un non-lieu est un non-lieu. Et c'est le juge qui prend cette décision-là. Bon, après, sur M. Corvi, sur ses agissements, sur tout ce qu'il fait, on peut faire du débat. Moi, je ne lis pas forcément la décision de la justice à une décision politique. Donc, vous ne partagez pas l'avis de Habib Andessi, par exemple, qui estime que la justice est aux ordres? Je ne pense pas que la justice soit aux ordres. Parce que les magistrats, il y en a de deux catégories. Il y a ceux qui sont au parquet et ceux qui sont du siège. Ils ont leur indépendance. Il y a l'indépendance de la justice. Et la décision leur appartient, à leur âme et conscience, à leur intime conviction. Et quand ils prennent la décision, ils ont pris cette décision-là. Donc moi, je ne pense pas. Parce que c'est dit que nous ne sommes pas en démocratie. Même si notre démocratie est en chemin, nous avons le pouvoir judiciaire qui est à part, le pouvoir législatif qui est à part et le pouvoir exécutif qui est à part. Donc pour moi, M. Corvi, il appartient avec la justice. A été à la justice. En son temps, la justice a rendu une décision. Le reste, on peut faire des commentaires sur ses postures, sur ses agissements, et on pourra y revenir. On pourra y revenir. Tout à l'heure, on vous entendait dire que la justice est aux ordres. Habib Andessi, est-ce que vous ne pensez pas que ces déclarations sont suffisamment graves? Est-ce que vous estimez, vous avez été dans les lignes de la justice, vous êtes ressorti. Pourquoi vous estimez que cette justice, elle est aux ordres? On peut, vous savez, moi, je n'incrimine pas les gens quand ils refusent de voir la réalité. Ça dépend un peu de nos positions politiques et comment on désire voir les choses. Donc, vos opinions sont politiques. Mais écoutez, la réalité est là. Notre justice est aux ordres. Je vais vous dire pourquoi. Mon aîné tout à l'heure disait, si jamais quelqu'un se retrouvait dans les mêmes conditions et qui ne bénéficiait pas de cette décision ou bien de ces avantages, qu'on peut faire le débat. Non, on n'a pas besoin d'attendre parce qu'il y a eu des gens qui se sont retrouvés dans les mêmes conditions et qui ont été condamnés à 2 ans d'emprisonnement, à 1 an d'emprisonnement. On a dit quoi? Incitation à la haine et à la violence. Complot contre la sûreté de l'État. C'est les mêmes chefs d'accusation toujours. Hein, parce que M. Bertin Corvi a eu à faire des audios. Il a eu à critiquer le pouvoir. Et ces audios existent. Ce n'est pas que les preuves n'existent pas. Je ne demande pas qu'on condamne M. Bertin Corvi, mais qu'on ne nous prenne pas comme des moutons. Et il est arrivé au pays. Il a commencé par chanter les louanges du chef de l'État. Il a été reçu. Et quand il a été reçu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à tous ceux qui sont en exil de faire comme lui. Et pour montrer qu'en réalité, en faisant comme lui, on sera plus ou moins déchargé, on a demandé à la justice qui a tous les éléments possibles de prononcer un non-lieu.
Et qu'est-ce qu'il a dit par la suite quand cette décision de non-lieu est arrivée ou bien est tombée? Il a dit que le gouvernement ne veut pas forcément emprisonner les citoyens, que c'est les gens dangereux qui sont à emprisonner. Donc, lui n'est pas dangereux, c'est ceux qui continuent de garder leur position par rapport à la mauvaise gouvernance de Patrice Talon qui constitue en réalité un danger dans un pays démocratique comme le nôtre. C'est dommage. Georges Anagonu, est-ce que vous pensez que Patrice Talon gère mal le Bénin? Puisque tout à l'heure, votre vis-à-vis parle de mauvaise gouvernance de Patrice Talon. Ne posez pas une question comme ça. Posez une question comme ça, vous me demandez de répondre. Et je me demande qu'est-ce que je vais vous dire. Non, parlons du dossier qui est sur le tapis. Mais justement, il y a une mauvaise gouvernance qui est sortie au cours des échanges. Non. Est-ce qu'il y a mauvaise gouvernance au Bénin? Non, écoutez, l'homme agit et la perfection n'étant pas de ce monde, je n'attends pas que tout ce que le président Talon fait au pouvoir soit parfait. Je n'ai jamais attendu ça d'un homme. Donc, et les faits sociologiques sont là pour montrer que vous prenez les grands penseurs, vous avez toujours un côté, regardez les grands cinéastes, et le dernier, enfin, comment il s'appelle? Mais si vous êtes demandé de noter ce régime, quelle notation serait la vôtre? Que je note le régime. Oui, puisque non, mais attendez, quelqu'un insiste que c'est une mauvaise gouvernance. Moi, je vais vous dire comment je note un régime. Quand vous prenez le régime, il y a deux faits que vous allez séparer. Il y a les actions pour le gouvernement, la gestion économique, la gouvernance économique, et il y a la gouvernance politique. Et j'ai toujours dit que, en ce qui concerne la gestion du président Talon, on peut trouver à redire sur la gestion politique. Mais qu'en ce qui concerne sa gestion pour le développement de notre pays, ses dispositions pour la gestion, la gouvernance économique, que moi, je me retrouve dedans. C'est toujours ce que j'ai dit. Et j'ai toujours dit qu'en ce qui concerne la gestion politique, eh bien, on peut trouver à redire. Et ça, je ne changerai pas. Je ne changerai pas jusqu'à demain. Et puis, je pourrais encore dire la même chose d'une autre personne demain. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, de là à dire est-ce que la justice, elle est sélective? Est-ce que la justice, elle est partisane, selon vous? Vous êtes citoyen béninois? La justice a intérêt à ne pas être sélective. Mais à y voir de près. La justice, je voudrais vous dire. Oui. La justice. C'est la norme qu'elle ne soit pas sélective. La justice a intérêt à ne pas être sélective. Mais il se fait que ce sont des êtres humains, dont l'être imparfait, c'est eux qui rendent la justice. Et moi, j'ai souvent dit ici que, vous savez, je disais la dernière fois que le ministre de la Justice français, il n'y a pas longtemps, a fait une tribune où il disait, par exemple, que c'est dangereux de demander à un enfant, excusez-moi un peu, mais un jeune de 25 ans, de prendre la décision sur la vie des gens. Et que lui considère que prendre la décision sur la vie des gens suppose que vous en aviez une expérience et que vous savez ce que c'est vraiment l'être humain, ce que c'est la vie. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est un travail très dangereux, c'est un travail très précieux. En réalité, celui qui devait rendre la justice, c'est le Dieu. C'est le Dieu. Et les hommes se sont entendus pour confier à des hommes cette justice que Dieu devait rendre. Et donc, lorsque vous êtes à un poste comme ça, et ils appellent quelque chose, les juristes, ils appellent l'intime conviction du juge. Et à partir de ce moment-là, tout peut se faire. L'intime conviction du juge, à partir de ce moment-là, tout peut se faire. Et j'ai toujours dit que, non, je viens. Et j'ai toujours dit que, lorsqu'une décision de justice sort, qu'on a toujours à dire là-dessus. Ceux qui sont lourdement condamnés trouvent que la justice est injuste. Et ceux qui, parfois même, ceux en faveur de qui la justice est rendue, disent que la justice n'est pas allée jusqu'où ils auraient voulu que ça aille. Vous voyez la difficulté du travail qui est fait. À partir de ce moment-là, je prends des précautions pour juger. Mais le juge n'a qu'à se fier effectivement à son intime conviction. Et à partir de ce moment-là, vous savez, nous tous, que cela soit lui ou que ce soit moi, on doit rencontrer un Dieu un jour. Peut-être qu'on ne sait pas le jour, mais toujours est-il que nous devons toujours avoir peur de la providence pour pouvoir poser nos actes. Ceci dit, est-ce que le juge béninois, il est différent du juge ivoirien? Est-ce qu'il est différent du juge togolais? Ça, je ne saurais le dire. À vous, Georges Anagonu, Wenceslas Maussi. En tant que citoyen béninois, qu'est-ce que vous pensez de la justice de votre pays? Vous savez, moi, j'ai fait ma thèse sur les magistrats. Ma thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. J'ai notamment étudier comment est-ce que les juges béninois s'informent avant de prendre sa décision, quel est l'itinéraire informationnel qu'il emprunte avant de prendre la décision. Et j'aurais été intéressé, finalement, parce que j'ai donné une communication à l'université, on m'a dit de réfléchir sur la fabrique
de la décision du juge béninois. Et ça, c'est intéressant. Le débat que nous faisons, on va creuser pour comprendre finalement quelles sont les logiques qui gouvernent la décision qu'un juge prend. Est-ce que c'est la pression politique? Est-ce que c'est les pressions socioculturelles? Et ainsi de suite. Mais il va de pression. Ma thèse n'a pas abordé ça. Maintenant, quand je prends, moi j'ai la chance de faire un autre tribunal. J'ai la chance de faire avec les juges. Et ce qui a même motivé le fait que j'ai pu faire la thèse sur les juristes. Pour moi, pour l'expérience que moi j'ai de la justice, jusqu'à maintenant, j'ai dit tout à l'heure que notre démocratie peut être en chemin. Avec dedans, si on peut avoir des problèmes politiques et tout. Mais pour moi, la justice, les magistrats qui sont dans les offices que moi je connais, font le travail. Est-ce qu'ils font le Moi, travail j'ai un collègue à librement? l'université. Est-ce qu'ils sont libres? Je vais vous dire, il y a un collègue à l'université qui a quitté l'université en tant que il devait être enseignant-chercheur comme moi, qui est le major des promotions des magistrats. Quand je le prends, quand je vois ce qu'ils font, j'ai de l'admiration, j'ai du respect pour eux. Parce qu'effectivement, ils sont dépositaires de pouvoir divin et qu'ils essaient d'implémenter dans la société, parce que la société est régie par des règles et ils prennent des décisions. Maintenant, quand vous avez des dossiers politiques, c'est toute autre chose. Et en ce moment-là, comme je le disais, le magistrat qui est au parquet dépend du ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice dépend de qui vous savez. Et donc, en ce moment-là, il peut y avoir des pressions. Il peut y avoir un certain nombre d'éléments, il peut y avoir même des silences et des absences, des silences, des tenues, des retenues, qui vont faire en sorte que le juge peut s'abstenir. Ou que même renvoyer un dossier peut-être en instruction, autant de choses. Pour ça, moi, je ne sais pas faire trop ce débat politique. Mais ça existe. Mais un magistrat, pour moi, qui est sur le siège, quand il rend une décision, quand il est sur le siège, il a affaire avec son Dieu, son éthique conviction. Et pour moi, pour ce que je sais, les formations qu'ils ont reçues à l'ENAM et maintenant à l'école de formation judiciaire, à le professeur Abacha, à Motor Erika Bassa, je trouve que c'est une formation de qualité. Donc, en principe, il n'y a pas à redire par rapport à leurs différentes décisions. Pour analyser le système qu'elles sont faites, il y a la structure du système, les gens qui animent le système et les outputs. Donc, quand je prends le système judiciaire, il est ce qu'il est. Les animateurs qui sont là, ils ont reçu la formation qu'il faut. Mais de façon spécifique, on peut analyser des cas pour estimer, pour voir qu'il y a peut-être des pressions politiques. Mais dans l'absolu, je vous le dis, c'est mon intime conviction, je ne suis pas magistrat, j'aurais pu l'être. Je crois fondamentalement que les juges béninois, notamment ceux qui sont au siège, ils font formidablement leur travail. Ils font formidablement leur travail. Alors, jeudi dernier, tel une traite de poudre, l'information a envahi la toile. Il est annoncé sur les réseaux sociaux que Bertin Korovi va adhérer au parti politique Bloc républicain, laquelle information a été confirmée du plafond planché par les canards le lendemain, le vendredi. Dites-nous, Habib Arandessi, est-ce qu'on pouvait s'y attendre que l'Alliance Iroko décide de rallier le parti politique Bloc républicain? Moi, je trouve que ce n'est pas un événement, ça. Ce n'est pas un événement. Je ne sais même pas pourquoi on en parle. Parce que il a annoncé depuis, il est de la mouvance. Et s'il décide de rentrer dans un parti politique de la mouvance, dans l'un des partis jumeaux du président de la République, c'est un non-événement. Mais il faut quand même qu'on tire certaines leçons. Lesquelles, par exemple, selon vous? Quand vous menez un combat, moi, avant de parler, chaque fois, ou bien avant de prendre position, je suis sûr que demain, même si on ne me rappelle pas ce passé, je suis sûr que mes enfants, lorsqu'ils vont grandir, on leur dira, votre papa a été ci, a fait ça. Donc, avant de prendre position, ou bien avant de dire certaines choses, je dois mesurer de fond en comble ce que je dois dire. Je dois savoir que ce que je dis là fait partie de mon histoire. Ce que je fais fait partie de mon histoire. Et donc, je ne dois pas en réalité aller à certains niveaux si je sais que je ne peux pas l'assumer pleinement. M. Bertin Korovi, en réalité, est vu aujourd'hui dans l'opinion publique comme un rat, excusez-moi en griffe. Mais je ne vous coupe pas. Oui. Habib Arandessi, est-ce que vous savez que l'essence de la démocratie, elle réside dans la diversité d'opinions, dans la liberté d'association? Je ne suis pas contre le fait qu'un individu change d'opinion du jour au lendemain. Mais moi, personnellement, est-ce que vous arrivez d'écouter les audios que font Bertin Korovi
au lendemain de son ralliement à Patrice Talon. Mais quand j'écoute les audios, Est-ce que vous en écoutez? J'ai beaucoup écouté. J'ai même défendu le président Bertin Corville dans ce pays. Après Je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Vous l'écoutez jusqu'à présent? Je l'ai écouté. Les mobiles qu'il avance, non, ne vous paraissent pas pertinents? Non, non, pas du tout. Quand vous défendez une cause, si moi je viens ici, je me mets devant votre immeuble là pour dire « Ah, il y a cherté de l'écolage dans votre établissement », je ne commence pas à crier. Je ne commence pas à revendiquer une revue à la baisse ou bien une baisse de la scolarité. Et que 2 semaines après, au lieu de 400 000, on monte à 500 000. Et que après ces 2 semaines, moi, je viens pour dire bravo, ce que vous faites là, c'est très bien. Peut-être que vous avez compris. Vous allez me poser la question. Non, vous allez fait... me poser la question. Les gens vont me poser la question, mais ce que tu défendais là, qu'est-ce qui a réellement changé? Vous allez argumenter en ce moment. Non, écoutez, je vais chercher des arguments, mais au fond de moi, je sais que ma lutte en réalité, ce que je défendais, ma revendication, n'a pas en réalité porté ses fruits. Et donc, il n'y a pas de mobile pour moi en réalité de faire allégeance. Quand on défend une cause, on va jusqu'au bout. Tu peux ne pas gagner, mais l'histoire retiendra que tu es allé jusqu'au bout. Mais se comporter comme ça, c'est pourquoi je dis, tous ceux-là qui savent que demain, ils vont se retourner contre ce qu'ils vont dire aujourd'hui là, doivent savoir parler, doivent savoir raison garder. Avant de me retourner vers Georges Anagonou, qui brûle d'envie de réagir, j'avais envie de vous poser une question spécifique. Selon vous, Habib Arandissi, est-ce que le fait de défendre une cause rime à de la radicalité, du radicalisme? Non. Est-ce que parce que vous défendez une cause qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas prendre conscience ou peut-être constater que vous étiez trompé, par exemple? Prendre conscience ne veut pas dire en réalité faire un revirement et renier tout ce qu'on disait. Surtout que c'est une réalité. Quand je vous dis, par exemple, ce pouvoir a crié sur tous les toits, réformes courageuses, nous opérons des réformes. Et qu'au bout de 5 ans ou bien de 6 ans, ces réformes ne sont pas arrivées à favoriser, à améliorer le quotidien du Béninois. Vous voyez aujourd'hui le résultat. Et que moi, je crie ça. Je crie sur tous les toits, la vie devient de plus en plus chère. Et que vous me retrouvez 2 semaines après, en train de chanter les louanges du pouvoir. Le pouvoir fait telle réforme, ça marche très bien. Alors que les conditions sont restées telles que je l'ai dénoncé auparavant, ou bien les conditions se sont même empirées. Vous allez me traiter de quoi? En fait, si vous permettez, vous allez me traiter de quoi? Peut-être qu'on vous a ouvert les yeux. Non, qui m'a ouvert les yeux. Si c'est pas avec l'argent ou bien... Si vous observez ce qu'il dit, en fait, c'est la question de l'ethos. Qui a Corville? Quand on analyse, on voit la posture de ce monsieur de 2016. Et si vous regardez bien, apparemment, il doit faire la com. Et il maîtrise certains leviers sur lesquels il joue. Nous sommes en mise en scène. Monsieur Corville, candidat Alliance Iroko, en 2016, à moins de me tromper. Tout le monde rallie Patrice Talon, il refuse de rallier Patrice Talon. Il joue le singulier pour faire attirer la foule sur lui. Et il est rentré dans la radicalité avec ses audios. Il a fait jusqu'à un moment donné. Il s'est rendu compte en faisant ça, on l'écoutait, il a fait plus des milliers d'audios. Il s'est rendu compte que ça ne prenait pas. Et de tout le lot, il les avertissait pour dire, mais écoutez, votre posture là, la manière dont vous êtes en train de faire ça ne marchera pas avec ce monsieur. Je vais retourner au pays. Et il l'a fait. Les autres n'ont pas fait. Donc, observez à chaque fois, il essaie toujours de faire quelque chose que tout le monde ne fait pas. Pour attirer sur lui, est-ce que c'est la bonne intention? En tout cas, sur lui, les regards. Et il a fait la même chose. Et après, il dit tout le contraire de ce qu'il dit. Et il a fait campagne pour le chef de l'État. On l'a vu. Justement, il est venu à un bon moment, après, un moment propice, à la veille de la campagne électorale. Après qu'elle a fait campagne, il a eu son non-lieu. Bon, on passe dessus. Et il dit maintenant qu'il rentre au Bloc républicain. Si vous écoutiez ces audios, vous allez vous rendre compte qu'il était contre tout ça. Et c'est de ça qu'on n'habille pas. Donc, en fait, l'éthos qui tient le discours aujourd'hui, le logos, nous met dans un pathos où on a envie d'avoir pitié pour lui. Parce que, qui est la personne? Donc, est-ce qu'il est crédible en portant ce discours qu'il porte aujourd'hui? Donc, quand on regarde la mise en scène que lui-même, il doit le mettre en scène, quand on voit ça, on se rend compte finalement qu'il se joue pour lui-même et il se joue des Béninois. Il se joue des Béninois. Et moi, je vais aller plus loin. J'ai dit, mais Alliance Iroko, c'est qui? Quand il dit qu'il rallie BR. Moi, aujourd'hui, je fais un combat pour les chiffres. Est-ce qu'on peut me dire, à part son score de 2016, combien de personnes aujourd'hui peuvent dire, quand Iroko, Alliance Iroko, incarné par M. Corville, a un problème, est-ce que combien de personnes peuvent être derrière M. Iroko? Donc, en fait,
Il a été reçu au palais de la Marina par... Non, c'est son individu. Aujourd'hui, combien de militants il a dans son alliance? Donc en fait, ne sois pas sorti de l'auberge. Moi, demain, écoutez, moi, j'ai peut-être 5 personnes derrière moi qui mettent mes statuts, mes photos sur les réseaux et je vais démarcher et je vais dire, je rentre dans un parti politique. On est encore à ça. Là, c'est pas bon. Donc moi, je vais avoir les chiffres. Que M. Héroko me dise, moi, j'ai 1000 personnes, j'ai 2000 personnes derrière moi. Et ça, c'est important pour qu'on cesse de faire ce marchandage politique. Parce que c'est important dans la République de savoir que nous sommes on va faire des partis. Il a fait toute cette mise en scène-là. Aujourd'hui, il rallie un parti politique et on ne peut pas savoir combien de personnes il y a derrière lui. Et vous savez quelle raison il avance encore? Il dit que c'est parce que les gens désertent ce parti que lui, il va là-bas. Donc, au fond, moi, je pense qu'il faut civiliser, pour moi, la scène publique, la scène politique. Et que les débats politiques, ceux qui animent, qu'on ne clochardise pas la vie politique pour moi. Et que ceux qui viennent faire les débats, ceux qui incarnent des postures, des icônes dans la République, soient des gens qu'on prenne au sérieux en termes d'éthos. Voilà ce que Merci à vous, Wenceslas Maussi. On vous a compris. Nous n'allons pas métamorphoser ce plateau en un procès contre Bertin Corvi, mais lorsqu'on on fait pas. Lorsqu'on veut citer quelques-uns de ces extraits d'audio qu'il effectue, Bertin Corvi quand même fait constater ou fait montre quand même d'une certaine pédagogie dans sa démarche. Lorsqu'il dit que il a demandé à ce qu'on ne passe pas d'acquaintance avec le pouvoir, lorsqu'il a dit, par exemple, qu'il ne faut pas aller s'asseoir avec les uns et les autres, et lorsqu'il a constaté que, de part et d'autre, parmi ceux qui étaient camarades de lui, sont allés déposer des dossiers pour l'élection présidentielle, il a dit, les lois que nous avons tous décriées, vous les validez en étant candidat, donc que vous soyez candidat retenu ou pas, donc vous validez les élections, vous validez tout, et donc lui n'a plus de raison de faire ce combat. Est-ce que les arguments évoqués à chaque étape par Bertin Corvi ne montrent pas la pertinence de sa démarche, selon vous? Est-ce que vous êtes sûr que le combat politique que moi, ici, j'ai fait, Corvi a déjà fait ça? Est-ce que vous êtes sûr? Au fait, M. Maussi a dit quelque chose qui est très important en disant qu'il regarde là où on ne va pas. Et si on ne devrait même pas y aller, lui, il y va quand même, parce que quand vous faites ça, on vous voit, au fait. Ça veut dire qu'il est courageux. Non, c'est pas courageux. Il est audacieux. Attends, on ne vole pas. Le bœuf est mis là, on ne vole pas. Et vous allez voler, c'est audace. Mais vous risquez les coups. Non, mais bon, c'est audace. Si vous faites attraper. C'est audace. Non, ce que soyons sérieux, c'est-à-dire que il a encore trouvé vrai ce que Bertin Corvi veut, c'est ce que nous faisons ici ce matin. Vous voyez, depuis près de 30 minutes qu'on a commencé l'émission, alors qu'il n'a rien fait. Aucun effort, aucun. Parce que moi, au fait, je ne l'ai jamais, non, je ne l'ai jamais pris au sérieux. Imaginez quelqu'un qui vient. Et vous avez vu cette déclaration au départ pour féliciter M. Bassi Talon, pour dire qu'il est que c'est un bon président. Il dit qu'en 2016, là, quand tout le monde, il était allé prendre de l'argent chez lui pour faire déclaration, 3 millions, je pense, quelque chose comme ça, pour faire déclaration pour lui, et que quand il est venu, c'est pour faire déclaration contre. Il est sérieux? Est-ce que la justice ne peut même pas se saisir de lui? Et c'est le monsieur qui a trouvé que pour devenir président de la République, il faut aller sur la tombe de Maga, bon, des trucs comme ça. Donc, quand quelqu'un fait ça, et vous êtes un homme stable, vous êtes un homme digne de ce nom-là, vous vous dites déjà depuis ce moment, nous avons affaire à un phénomène. Vous voyez, nous avons affaire à un phénomène. Il revient du voyage. Lui qui avait dit qu'il n'a même plus de l'argent pour payer l'école pour son enfant et qui demandait à Charles encore de lui en envoyer. Parce que les gens ont dit qu'il lui a donné maintenant. Vous voulez qu'on fasse de la politique comme ça? Que ceux qui sont à l'extérieur, qui nous regardent, ils vont dire, mais les gens de ce pays-là, ils sont sérieux. Non, moi, je suis dans un pays sérieux. Et moi, je suis sérieux. À partir de ce moment-là, quelqu'un qui vient et qui nous dit, et qui nargue les Béninois et dit, regardez, je suis en train de manger à Mio avec un poulet. Est-ce que vous voulez manger aussi? Si vous voulez manger, allez chez Talon. Vous savez ce que ça fait? Le développement, ça y est. Pardon. Vous savez ce que ça fait? C'est que il est en train de compromettre le chef de l'État. Le chef de l'État a un cœur ouvert. Le chef de l'État se dit, je peux pardonner. Et lui, quand il sort pour dire, les opposants, revenez tous et venez le voir et vous serez pardonnés. Vous prenez ça au sérieux. Il est en train de compromettre même la justice. Et c'est ça qui fait que la décision qui est rendue aujourd'hui, même si elle est juge, porte à critique, porte à confusion, dit, mais attends, est-ce que c'est à partir de ce qu'il a dit là, qu'aujourd'hui, on le blanchit ou bien aujourd'hui... D'ailleurs, on ne l'a pas blanchi, on a fait un non-lieu. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut bien analyser ce qu'on appelle un non-lieu pour savoir que c'est pas parce que vous avez commis l'acte. Mais vous voyez, vous avez promis que quelqu'un va mourir et que vous allez assister à son enterrement. Tout ça là,
tous ces trucs-là qui lui arrivaient là, ça lui venait d'où? Est-ce que vous pensez, je suis vraiment fâché. J'aurais voulu que, finalement, après, comme l'a dit Bertin Corvi également, Patrice Talon a un cœur, parce que pour avoir dit tout cela et recevoir une telle personne au palais de la Marina et à son domicile, ça veut dire que Patrice Talon est prêt à pardonner quand même. Non, je vais vous expliquer. Tout ce que le chef de l'État fait, il le fait en notre nom. Tout ce qu'un chef d'État fait, il le fait au nom de tous les Béninois. D'accord? Et celui-là, qui a Maya parti, quand vous avez Maya parti avec la justice, au fait, ce n'est pas la justice en tant qu'individu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, lorsque vous allez en prison, c'est que vous devez quelque chose à la société et vous êtes allé payer en purger. D'accord? En prison. Donc, tout ce qui se fait en notre nom. Ce que le chef de l'État fait, il le fait en notre nom aussi. En son temps, j'avais dit, le chef de l'État peut le recevoir chez lui. C'est normal, c'est son domicile privé. Mais le recevoir au palais, que ça prêtait à quelque chose. Ça voulait dire, mais moi j'ai compris, il avait une mission. Moi, c'est pas parce que on peut peut-être parfois dire, Georges, il est mouvancier et tout ce que vous voulez, que j'accepte ça. Parce que vous allez voir que lui qui disait qu'il était opposant, dès qu'il s'est rapproché du chef de l'État, sa cible, c'était l'opposition. Est-ce que c'est pas dû au fait que... On peut dire alors qu'il a été recruté pour ça. Vous voyez comment il compromet le chef de l'État? Georges Aragono, pour vous relancer, est-ce que c'est pas dû au fait que les dissidences qui existent entre le chef de l'État et l'opposition ne résident pas dans le fait qu'il n'y a pas eu dialogue, il n'y a pas eu échange, que les uns et les autres n'ont pas pu échanger peut-être avec le chef de l'État pour comprendre véritablement le bien fondé ou les raisons motives de cette réforme? Moi, j'ai toujours demandé que, rappelez-vous, même avant l'élection, j'ai dit, c'était mon Pascal Tawès également a échangé avec Patrice Talon. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, quand ça se fait isolément aussi, ce n'est pas forcément ce qu'il nous faut. Donc, tous les enfants de la République doivent être traités de la même manière. Non. Et lorsqu'on Et lorsqu'on parle des assises nationales, on ne parle pas d'apartheid entre deux individus. D'accord? On parle de ce qui rassemble tout le monde et qui devait avoir le même traitement. Beaucoup d'acteurs politiques jugent que ce n'est pas opportun, les assises nationales aujourd'hui. Oui, chacun a son opinion. Ces acteurs politiques-là, ils m'ont mis au monde. On ne peut pas, lui, il est mort. Et pourtant, il ne me posait pas son avis. Moi, je parle de la vision que moi j'ai de la société. Je parle de ce que j'aurais voulu. Je ne me redonnais plus la parole sur ce sujet-là parce que, bon, mais voilà, c'est exactement ce qu'il veut qu'on ait. Georges Aragono, socio-anthropologue, analyste politique. J'allais vous appeler Bertin Corvi, non? Abou Aranesi, pour conclure ce sujet, l'espérance des uns et des autres, c'est que tous les citoyens béninois hors du Bénin puissent revenir au Bénin et puissent quand même contribuer au développement de ce pays. Et c'est la responsabilité du chef de l'État. Je voudrais rapidement faire 2 ou 3 rappels. D'abord, on ne fait pas l'opposition parce que les autres sont dans l'opposition comme moi. Donc moi-même, je suis dans l'opposition. Et si jamais les autres ne me soutiennent pas, je sors de l'opposition. C'est manquer de conviction. Moi, j'ai été en prison dans ce pays. Je sais les leaders, quand je parle des leaders, les aînés de l'opposition qui m'ont apporté leur soutien. Voilà, il disait ça, il dit quand j'étais dans difficulté, aucun. Donc, écoutez, moi, j'ai été en prison. J'ai fait 4 mois sans qu'on demande d'après moi. Mais je n'ai jamais pris ça comme un problème. Non, du moment où tel aîné ne m'a jamais dit, mon frère, lève-toi pour faire un combat. J'ai été opposant sous Boni Yahi. Et j'ai été combattu. Des gens même ont envoyé des gens me frapper à l'université, des ministres de la République du président Boni Yahi, avec qui j'ai discuté par la suite lorsqu'ils ont perdu le pouvoir. Quand le président Patrice Talon est arrivé, moi j'ai déclaré mon opposition en juillet 2017, quand on a été gazé à l'université. Il y avait beaucoup, le président Sébastien Adiabon, avec qui je partage le même espace politique aujourd'hui, il y avait beaucoup. Le ministre Komi Koutié, quand je l'avais appelé pour dire ce qui se passe là, c'est grave, il m'a dit il est trop tôt pour s'opposer à un pouvoir comme ça. Pour vous dire quoi? On ne rentre pas dans l'opposition parce que X ou Y nous a invités à rentrer. On rentre dans l'opposition parce qu'on voit certaines choses venant du pouvoir qui ne conviennent pas à nos convictions, à nos valeurs, et on accepte de s'opposer à ça. Mais quand le pouvoir change de ligne... Non. Deux. Et quand le pouvoir change... Non, s'il vous plaît. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Moi, je vous relance. Deux. On ne rentre pas dans un parti politique parce que tout le monde quitte le parti. C'est manquer de conviction. On ne rentre pas dans un parti politique parce que tout le monde démissionne de ce parti politique. Vous savez, demain, il va dire que c'est lui qui a construit... Mais on ne fait pas ça. Tu vas dans le Républicain parce que tu as des convictions
républicaine, tu es de la droite, toi, tu estimes que voilà, tes convictions concordent bien avec les convictions ou bien les orientations du parti politique et tu adhères à ce parti en tant que militant. Et 3, c'est-à-dire, je ne vais jamais quitter l'opposition. Tu ne peux pas quitter un combat que tu étais en train de mener. D'abord, c'est grave. Maintenant, et commencer toi-même par jeter la pierre. Je ne peux pas quitter aujourd'hui l'opposition. Et je sais que durant les 5 ans de Patrice Talon, moi, je n'ai rien à faire avec la gestion du pouvoir Patrice Talon. Je peux faire adhérent. Quand même si non, Patrice Talon non. changeait de fusil on dit en fond, quand même Sébastien Germain Adjavon se retrouverait demain le jour avec que le Patrice Talon. président Sébastien Adjavon retourne vers le président Patrice Talon dans ce contexte, je ferai une déclaration le lendemain. Dans ce contexte, je ferai une déclaration le lendemain pour me retirer de l'USL. Parce qu'en réalité, en ce moment précis, nos convictions en réalité ne convergent plus. Donc, je ne peux pas quitter aujourd'hui l'opposition et commencer par insulter le président Sébastien Adjavon, et commencer par insulter le ministre Komi Koutié, et commencer par insulter les aînés avec qui hier, sinon aujourd'hui, je suis en train de faire un combat. Commencer par les insulter. C'est que ce que je faisais, je ne le faisais pas par conviction, mais je le faisais tout simplement par intérêt, ou bien je suis recruté, ou bien je suis un agent double. Merci à vous, Habib Arandessi. C'était à l'instant vos impressions par rapport à la conviction politique, notamment pour l'animation de l'opposition à un régime en place. Les plateaux de Zaï TV sont totalement ouverts pour Bertin Korovi, qui peut-être dans les jours à venir, s'il répond favorablement à notre invitation, viendra expliquer effectivement les raisons qui l'ont poussé à rejoindre Patrice Talon, les raisons qui animent son combat actuellement. Il ne s'agit pas du tout d'un procès contre Bertin Korovi, c'était peut-être le fruit du hasard de ces commentaires des invités en plateau ce matin sur Info Hebdo. Alors, nous allons progresser dans cette émission ce samedi. Nous parlerons également de l'activisme de Paul Hongpè. Cette semaine, nous avons vu qu'à la une des canards, les confrères ont titré et réclament à Paul Hongpè. Vendredi, nous avons vu quelques journaux titrés qu'ils envisagent de mettre en place un cadre de concertation pour que l'opposition puisse avoir des actions unifiées et en unicité. Dites-nous, Wenceslas aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de Paul Hongpè, chef de file de l'opposition? Est-ce qu'il est véritablement à la hauteur de la tâche? Est-ce que vous le voyez à l'action depuis qu'il a été consacré à ce titre? Bon, M. Paul Hongpè, pour moi, c'est le chef de file de l'opposition, comment on va appeler ça? Statutaire. Statutaire, voilà. Parce qu'en réalité, il y a un problème. C'est Georges Anagounou qui vous passe le mot. Oui, il m'a passé le mot. Ouais, ça arrive, ça. C'est le chef de file de l'opposition statutaire. L'opposition en elle-même, il y a encore des gens, je découvre un opposant à ma droite, il y a encore des gens qui sont opposants au régime. Et donc, le travail que M. Paul Hongpè va faire, c'est de ratisser l'âge, de quitter un peu cette étoffe de collabo. Non, pas de collabo, de figurant. Et de rentrer, de toucher le fond. Et de faire en sorte que ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison, les dissensions qu'il y a, que tout ce beau monde-là, ils puissent discuter pour faire en sorte qu'il y ait vraiment dialogue entre opposition réelle et opposition peut-être formelle ou statutaire avec le chef de l'État ou avec la mouvance. Sinon, ça va être de la balade. Et de quoi les journaux l'ont titré, ça va être de la balade. Vous avez mal au pied et vous tapez au niveau de la hanche ou au niveau de la tête, c'est pas bon. On sait là où on a mal. On sait là où ça ne va pas. Et lui, aujourd'hui, il a la chance, pour moi, d'être nommé chef de file de l'opposition. S'il n'appréhende pas, si le diagnostic n'est pas bon, la thérapeutique sera mauvaise. Donc, il faudrait pour moi, Paul Hongpè, c'est vrai, il a fait les tournées, les rencontres, mais le diagnostic doit être posé. Et on le connaît, ce diagnostic aujourd'hui. On sait que dans le pays, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. On sait que des gens ont estimé, et certains même sont en prison. Et on le sait. Et donc, quand on sait ça, il faut apporter la solution appropriée. Et Paul Hongpè, pour moi, a cette chance-là d'être nommé et de drainer les autres, de faire la main tendue pour que, avec lui, les opposants réels, parce que pour moi, l'opposition de Paul Hongpè n'est pas une opposition réelle. Les opposants réels puissent s'additionner, puissent s'ajouter à sa personne pour régler les dissensions qu'il y a dans le pays. Régler les dissensions qu'il y a dans le pays. Georges Anagounou, sur ce sujet en débat? Non, au fait, je vais commencer par me dédire, et c'est dommage, parce que ça ne m'arrive pas souvent. Quand Paul Hongpè a été nommé,
Vous vous rappelez de mes débats sur ce plateau où je disais non, il est un opposant et il a pris l'étoffe, maintenant il va faire le travail et il sait saisir les opportunités. On est déjà ensemble. Et j'ai dit tout ça, Et déjà, les premières démarches qu'il avait commencé par faire, qui étaient être content de prendre photo à côté des présidents d'institutions, je pense que c'était pour la pause en fait, qu'on dise que bon, le président de la HAC l'a reçu, le président de la Cour constitutionnelle l'a reçu, le président... Alors que on l'attendait ailleurs. Ou par exemple? Oui, je viens. On l'attendait ailleurs. Nous savions que l'opposition avait des problèmes dans notre pays. L'opposition avait des problèmes. Et qu'un chef de file de l'opposition qui vient se chercher à régler ces problèmes. Vous voulez régler les problèmes des gens sans prendre contact avec eux. Donc, la première chose qu'on attendait, le chef de file de l'opposition, c'est de tendre la main à l'opposition. C'est d'aller vers l'opposition. Il n'est pas encore venu sur un plateau pour nous dire « J'ai demandé à les rencontrer, ils ont refusé ». Je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu ça. Parce que si il ne fait pas ça, c'est pour ça les journaux titrent aujourd'hui. Parce que là où on l'attend, on ne le voit pas. Et moi, j'ai dit, il a l'obligation de remplir sa mission. Pourquoi? Désormais, il est payé par l'État béninois. Et si l'État béninois a décidé, et les Béninois ont décidé d'accorder un statut particulier à l'opposition, c'est pour que l'opposition puisse jouer son rôle. Et le rôle de l'opposition, c'est quoi? C'est de critiquer, mais de faire des propositions, de proposer de l'alternance pour le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, et je pose juste une question comme un peu bête sur ce plateau-là, si vous allez quelque part et que vous rencontrez, bizarrement, vous rencontrez Habib Arandessi et Paul Rouquet, et on vous dit de choisir l'opposant parmi les deux, vous allez choisir qui? Vous ne pouvez pas répondre. Vous pouvez pas répondre. Je pose la question ici, moi. Je viens. Ah, d'accord, oui, c'est vous qui posez la question. C'est pour ça que j'ai dit, vous n'allez pas répondre. Mais un petit enfant va choisir Habib Arandessi. Et laisser Paul Rouquet. C'est connu. Ça. Même chez vous à Bopa? C'est connu ça. Hein? Même chez vous à Bopa? Comme opposant. Si vous posez la question aux jeunes de Bopa, ils vont vous choisir Habib Arandessi. Non, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on attend M. Paul Rouquet dans des actes donnés. On l'attend qu'il prenne des positions données. Et il ne les prend pas. Et il se contente d'aller voir les présidents d'institutions. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. En tant que membre de... Ce n'est pas en voyant les présidents d'institutions. Par exemple, le moment où les opposants passaient devant les juges, devant le tribunal, on attendait que tel opposant est emprisonné aujourd'hui. Quelle est la position du chef de file de l'opposition? C'est ce que les gens attendent. Cela ne veut... En tout cas, il ne devait pas, lui, chercher plus l'amitié du chef de l'État que l'amitié de ceux qui sont en opposition. Et donc, les actes qu'il pose aujourd'hui, c'est tout comme si ce qui l'intéresse, lui, c'est d'être dans les bonnes grades du chef de l'État. Si lui aussi, il est dans les bonnes grades du chef de l'État, c'est où chef de file de l'opposition alors? Merci à vous, Georges Nagonu. On vous aura compris par rapport à vos propos, Habib Arandessi. Si Paul Rouquet vous invite à venir travailler avec lui, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Avant de venir à cette question, je pense que pour le débat, au moment où on avait donné le statut de chef de l'opposition à M. Paul Rouquet, j'étais face à mon aîné et puis j'ai décliné la question. J'ai dit, c'est un non-lieu. Il a été juge. Oui, c'est un non-lieu. Maintenant, j'ai remarqué que nous sommes en train de faire un débat sur la décision de Paul Rouquet. Nous sommes en train de faire un débat sur un non-lieu, du moment où c'est comme si nous avons oublié ce qui s'est passé pour que Paul Rouquet soit d'abord président FCBE et soit d'abord et après nommé chef de file de l'opposition. Il y a eu une succession d'événements. Paul Rouquet n'est pas opposant, c'est mon avis, Habib Arandessi. C'est d'ailleurs pourquoi quand vous l'appelez chef de file de l'opposition, je dis, moi, je suis de l'opposition, mais lui, il n'est pas en réalité pour moi chef de file de l'opposition. Et maintenant, vous voyez Paul Rouquet aller se pointer devant le président Boni Yayi pour dire « Je veux que désormais, on fasse front commun. » Non, entre nous. Vous allez le recevoir. Entre vous autres non, entre nous. Mettons-nous dans la position de chaque acteur. Paul Rouquet ira voir qui pour lui demander de faire une unité d'action. Qui? Moi? Non, il ne peut même pas venir me voir parce qu'il connaît ma position. Donc,
mon aîné a dit tout à l'heure, un opposant a des caractéristiques. Et un opposant qui commence par faire un certain nombre par constituer le prolongement du pouvoir exécutif, il cesse en réalité d'être opposant. Je ne dis pas. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous affirmez? Je suis très sûr. Donc, ce que le président... donc si il vous invitait... Ce que monsieur... Non, il ne peut même pas m'inviter. Ce que monsieur Paul Onkpé est en train de faire aujourd'hui, je pense que c'est de la comédie. C'est une manière de montrer, bon, le chef de file a voulu... On sait ce qui est dedans. Et le président de la République, j'ai dit, il y a des rôles, quand on veut les confier à certaines personnes, il faut voir la posture de ces gens-là. On ne devrait jamais, même si c'est un jeu, pour jouer même le jeu, il faut choisir des gens capables en réalité de faire même le jeu, pour que déjà on ne voit pas le fond même du jeu. Quand vous voulez faire certaines choses, même on choisit des agents doubles, des trucs du genre, il faut choisir des gens que quand on voit là, on peut déjà avoir de doute, on peut dire non, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Mais quand vous choisissez des gens déjà que vous voyez, bon, lui quand on le voit déjà, on sait qu'il est dans son rôle. L'aîné l'a dit tout à l'heure. Paul Onkpé est dans son rôle et il sait qu'il ne peut même pas s'approcher de qui que ce soit pour dire qu'il veut faire unité d'action. Il a installé un cadre de concertation. Non. Nous allons suivre cela de très près. Il peut Merci à vous, Habib Arandessi. Vous êtes président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Je reste avec vous pour entamer le sujet suivant. La France qui accorde le statut de réfugié politique au juge Bata Moussi, démissionnaire de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criée. Dites-moi, quoi joue la France concrètement? Mais la France a annoncé les couleurs depuis. Nous sommes parmi les pays non sûrs. Non sûrs en ce sens qu'aujourd'hui, notre pays le nom de notre pays est au rouge en matière des libertés individuelles et collectives. Notre justice, vous avez vu l'étiquette de notre justice au niveau continental et au niveau mondial. Donc, il y a un certain nombre de faits qui ces faits ont poussé la France à nous exclure des pays qui garantissent aujourd'hui les droits politiques. Du coup, quand quelqu'un se retrouve dans une certaine position où il reçoit des pressions de l'État et ayant un statut comme celui du juge Bata Moussi, c'est tout à fait normal que sans même des procédures longues, qu'on lui accorde le titre de réfugié politique ou bien de... Wenceslas Maossi, est-ce que vous partagez d'exilé politique. Est-ce que vous estimez que Bata Moussi a mérité ce statut? Pour moi, je ne partage pas entièrement ça. Pour moi, c'est que... D'ailleurs, je n'avais pas compris la communication sur ce sujet-là, d'où est venue, parce que j'ai l'impression que c'est en lien avec un procès. Est-ce qu'on n'est pas dans un scénario de montrer d'ailleurs, que le pays n'est pas un pays sûr, ensuite, et que voilà, on lui accorde l'asile ou l'exil est exilé là-bas, pour montrer que le procès qui est en train d'être fait est un procès politique. Bon, là, moi ça m'embrouille un peu. Donc, mais pour moi, il a décidé en son âme et conscience, en ce moment-là, de quitter le pays, parce que peut-être il estimait qu'on lui mettait la pression. C'est son droit. Mais moi, je ne le lis pas. C'est ça, autant de juges que nous avons, on a des centaines de juges, ils auraient pu dire qu'on est en train de les mettre la pression. Mais tout le monde n'a pas le courage de le dire. Ah non, moi je veux les chiffres. Tout le monde n'a pas Je veux les chiffres. Et je ne sais pas combien il y a à la criette, je peux documenter. Si nous avons 10 juges à la criette et que 4 ou 5 me disent qu'on a les pressions, on va démissionner, là c'est inquiétant. Si un fait ça, c'est un signal, mais ce n'est pas un signal pour moi qui me permet en science de tirer des conclusions. Je ne veux pas nier que peut-être qu'il a reçu des pressions. Je ne suis pas là. Mais moi, je veux avoir les chiffres. Et quand, dans un pays, une justice d'un pays, les juges commencent par, peut-être comme lui, parti ou dit qu'ils ont reçu des pressions et autres, ça commence par donner de l'inquiétude. En ce moment, on peut faire le débat. Et c'est technique ce que je dis. Mais si on prend un phénomène isolé et qu'on amplifie par les médias et autres, là, on est en train de politiser. On est en train de politiser. Pour moi. Alors, Bata Moussi est... Maintenant, je ne nie pas que peut-être qu'il a des problèmes, il est en asile. Bon, après, je crois que... mais ça ne suffit pas, de mon point de vue. Et il faut même aller, il y a un débat que moi, je n'ai pas fait, moi, je ne suis pas juriste, qui est un débat qui a été fait sur le fait que, est-ce que quand on enlève notre pays des pays sûrs, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'institution qui le fait en France? Et ainsi de suite. Donc, il faut analyser toutes ces questions-là. Alors, regardez que notre pays aujourd'hui, quand on dit que notre pays n'est pas un pays sûr, regardez, il y a dans la sous-région des phénomènes d'extrémisme violent. Est-ce que vous savez que le Bénin était d'asile pour ces gens-là? Vous imaginez, alors qu'on dit que notre pays n'est pas un pays sûr? Non.
C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes choses. Mais est-ce C'est pas le même critère. Oui, c'est pas le même critère. Mais est-ce que quelque part, on n'a Non, pas, je on n'a ne dis pas pas comme que les critères qui ont l'impression, été- Georges Anagono, lorsqu'on sait que Bata Moussa Sissoko jouit de sa liberté constitutionnelle qui est d'aller de venir, et donc il n'est pas sous une pression politique ou judiciaire au Bénin, mais qu'il est Bata Moussa Sissoko, il est parti de lui-même pour dire qu'il est sous pression. Est-ce que lorsque la France lui accorde ce statut, est-ce que ça ne donne pas Il ne l'impression... faut pas réduire le truc à ce niveau-là. À quel niveau? Un opposant aux choses-là, il part toujours de lui-même. Un opposant à un régime. Mais pour la plupart, il y a toujours mobile. On ne prend personne Pour la plupart, jamais. il y a La toujours police mobile. ne prend pas quelqu'un, va le mettre à l'avion pour dire, il faut partir. Lorsque nous Donc, prenons ceux on qui sont part à toujours de l'étranger, soi-même. lorsque nous prenons va Valentin faire, Djanotin, il y a un vous mobile. allez- Nous prenons Liali vous allez Soglo, fausser il y a un votre- mobile. vous allez fausser Sébastien votre Germain débat. Javon, Vous allez il y a un fausser- mobile. Attendez, Mais vous allez Bata Moussa fausser votre Sissoko, le débat. mobile est lequel? Attendez, vous allez fausser votre débat. Il a existé dans ce pays-là, le juge Moussou. Ça n'a pas existé ici. Bien sûr. Et le juge Moussou, quand il a pris sa décision, après, personne ne lui a dit avant qu'il ne prenne la fuite pour partir au Niger, avant qu'on l'arrête d'abord pour la première fois et que la deuxième fois, il a réussi à partir. Ou bien, le juge Moussou, c'est quand même un jeune homme et il y avait plein de magistrats, mais ils étaient rares à avoir le courage qu'il avait eu de choisir d'aller interroger le chef de l'État au palais. Il a fait quand même des trucs comme ça. Et de finir, c'est ça qu'on appelle l'intime conviction du juge, et de finir par dire lui-même, ce dossier-là, c'est un non-lieu. Et il a eu la chance d'être accompagné par ses aînés en ce moment-là. C'est aussi ça que je dis. Je veux plusieurs Oussou aujourd'hui. Je veux plusieurs Oussou aujourd'hui. Donc c'est à la Oussou que Bata Moussa agit, c'est ça? Vous pouvez... Ce qu'il y a, c'est que il faut être prudent quand on aborde ces questions-là. Mais tout pouvoir exécutif a toujours eu l'ambition de parrainer, de se mettre à côté de la justice. Tout pouvoir. Surtout dans les pays africains. C'est comme ça. Donc, je ne dis pas, c'est pas une particularité pour le régime Talon. Si il arrivait à le faire, de mettre la pression, il vient de le dire. Non mais attends, quand vous prenez l'organigramme au niveau de la justice, il y a les juges de siège qui, a priori, sont des juges, mais quelqu'un a écrit quelque part pour dire, en tant que juge, il veut aussi gérer sa carrière. Même s'il est juge de siège, il veut gérer sa carrière. Et donc, on avait tout à l'heure dit que c'est un travail difficile, c'est un métier difficile que les gens ont, d'accord? Donc, pour vous, c'est bien fondé qu'il ait obtenu l'asile. Non, je vais vous dire, ça aussi je viens. Ça aussi je viens. J'avais dit ici sur ce plateau que oui, la France est libre. Une institution française est libre de choisir qui est sûr et qui n'est pas sûr pour elle. Mais vous, en tant que citoyen, vous ne trouvez pas des inquiétudes que la France accorde? Non. C'est pas... le Tamoussi n'est pas le seul étranger en France à qui on a accordé l'asile politique. La France en a toujours accordé, d'accord? La France, pour peut-être faciliter, et c'est ce que moi j'avais compris, faciliter la tâche aux citoyens béninois qui viennent vers elle, l'institution avait pris la décision. Vous savez, c'est ce qui se passe en Europe. Et c'est là, démocratiquement, c'est cela. Cette institution-là a pris sa décision sans peut-être tenir compte de l'avis de Quai d'Orsay, mais c'est elle qui a pris sa décision. Les conséquences, c'est quoi? Lorsque vous venez d'un pays qu'on a sorti de pays sûr, c'est qu'on peut vous faciliter la tâche pour l'obtention de statut de réfugié. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas à peine 2 semaines qu'on vous a dit qu'enfin, Tamoussi est arrivé en France. D'accord? C'est ce qu'on nous a dit. Étant juriste, il a pris toutes les dispositions, peut-être avant, mais lorsque vous obtenez votre statut de réfugié, c'est parce que vous méritez cela. Au niveau de l'OFPRA, on a vérifié, on a vu que, vous êtes... Parce que prendre la décision de sortir et d'aller dénoncer qu'on reçoit des pressions au niveau de la Criette, c'est un risque. Et ce risque-là, et jeter de l'opprobre sur les autres juges de la Criette. Pardon? Oui. Non, mais les autres juges sont libres. Chacun aussi peut se lever et partir. Quand Oussou partait, merci à vous, jeter de l'opprobre sur les autres juges. Mais lorsqu'il dit que les autres viennent directement de la chancellerie, nous, on parle ouvrir le débat ce matin. Nous sommes pratiquement on vient aussi toujours de cette émission. Merci à vous, Georges Anagono. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Merci également à vous, Habib Arandessi. Vous êtes président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Une fois encore, merci à vous. Wenceslas Stasma, aussi expert en information et en communication. Un dernier tour de table pour finir ce matin. Un autre sujet
sujet qui a fait l'actualité cette semaine, notamment les opérations de libération des espaces publics. Tout à l'heure, Habib Arnissi, vous avez parlé du quotidien des Béninois. Les opérations de libération des espaces publics dans Cotonou et Abomey-Calavi battent leur plein. Il ne se passe de jour qu'il n'y ait de patrouille de la police républicaine pour s'assurer que véritablement les espaces publics soient véritablement libérés afin de faciliter la circulation pédestre aux citoyens. Moi, je n'ai jamais été contre, en réalité, la libération des espaces publics parce que nous-mêmes, ça nous dérange des fois. Tu ne trouves même pas là où il faut passer. Je suis d'accord quand le faisant, on rend nos villes ou bien nos communes très, très belles. Mais j'ai toujours dit, quand on veut prendre une décision ou bien quand on veut agir, il faut toujours analyser le contexte. Parce qu'en voulant faire coucher l'enfant, on peut le réveiller, comme les fonds le disent. Nous sommes dans un contexte où il y a la misère qui dicte sa loi, la cherté de la vie. Et le gouvernement lui-même l'a reconnu. Nous sommes dans un contexte où les denrées de première nécessité coûtent aujourd'hui excessivement cher. Il y a deux choses qu'on pouvait faire. Les Béninois sont vraiment têtus, c'est vrai. Mais on peut avertir pendant plus d'une semaine, communiquer radio. Je n'ai pas... Il y a déjà eu une opération. Non, même s'il y avait eu une opération depuis des années, et puis on a crié, puis ça a été rangé. Maintenant, quand on veut entamer ceci dans ce contexte précis, il ne faut pas oublier le contexte. On pouvait d'abord avertir, informer, communiquer autour de ça, et puis après passer à l'action, on aurait donné raison au gouvernement qui avait déjà fait un certain nombre de démarches. Ou bien, on peut ranger tout simplement cette opération pour le moment. Merci à vous. Et agir sur ce qui est urgent. Ce qui est urgent, c'est que le gouvernement crée des conditions, des structures, par exemple, pour subventionner, par exemple, les denrées de première nécessité, pour aider les Béninois à supporter les charges, pour augmenter, au lieu d'augmenter chaque fois, les salaires politiques, qu'on augmente au moins les salaires, les SMIC. On ne peut pas rester dans un pays où le gari coûte aujourd'hui 500 et qu'on garde 40 000 francs comme SMIC. Donc, c'est inopportun cette opération n'était pas prévu, j'allais dire, pour cette émission. Est-ce que vous pensez, Jean-Jean Agonou, que les citoyens béninois, notamment ceux du littoral, n'ont pas été avertis que l'opération de libération des espaces publics va reprendre? Non, est-ce qu'il n'y a pas véritablement, selon vous, une communication autour? Il y a quand nous sommes un peu pris par le temps. Oui, quand le préfet Oron est venu, vous vous rappelez de l'article qu'il avait par rapport aux passagers sur les motos, au port de Casques, et on avait fait du bruit. Et il nous a appelé, on s'est retrouvés en réunion, et on lui a montré que les arrêtés existaient depuis. D'accord? L'occupation des espaces publics est interdite depuis. Et en tant que spécialiste de la sécurité routière, je puis le dire. Et je l'ai dit souvent pour dire, nous avons... si il faut renvoyer 20 personnes du bord des trottoirs pour sauver une personne en sécurité routière, c'est valable et nous on le fait. D'accord? Demandez aux gens de libérer les trottoirs pour que les piétons ne soient pas obligés de passer sous la chaussée pour se faire écraser. L'État a une obligation, c'est de garantir la sécurité de tout un chacun de nous, dont l'État est en train de faire ce qu'il doit faire. Ce qui est mauvais dans nos pays, et l'homme est comme ça, et je le disais, j'étais à une réunion, justement hier à Plaroué avec tout le commandement, et je disais que l'homme est comme ça. Si vous ne mettez pas de contrôle, si vous ne mettez pas de pression, il reste dans cette sale habitude. Vous allez voir que si pendant une année, on ne parle plus de ça, et que la préfecture ne fait rien, les gens vont occuper à nouveau le trottoir comme si cela n'a jamais été. Donc c'est ça la réalité. L'opération vient c'est une opération de nécessité. Et bon, qu'on pense quand il faut sauver des vies humaines, que face à la misère, on peut sauver des vies humaines, mais face à l'insécurité aussi, on peut aussi sauver des vies humaines. Ça, et l'État joue sur les deux tableaux. C'est la même question. Est-ce que vous pensez comme Jean-Jean Agonou que cette opération peut sauver des vies humaines, que cette opération contribue également à l'embellissement de la ville de Cotonou? Oui, pour cette opération, il faut voir trois choses. La première, c'est l'embellissement de la ville, sauver des vies, mais aussi il y a un élément d'entêtement des populations. Sinon, ça a été déjà fait une fois. Maintenant, brochant sur le contexte, je comprends M. Arnissi. Moi, en juillet 2017 ou 2018, quand ça avait commencé, j'ai fait une émission à la radio nationale, la dernière émission éclairage.
j'ai le même argumentaire qu'au moment où les gens ne trouvaient pas, il y a ci, il y a ça, il y a ça. On libère l'espace. Si on avait voulu utiliser le mot déguerpissement, les gens nous ont dit non, libération de l'espace public. Je sais que c'est une sémantique de communication politique, mais au fond, je pense aujourd'hui, quel que soit le contexte, on doit pouvoir libérer les espaces pour la sécurité humaine. La sécurité et la vie n'a pas de prix, pour moi. Et donc pour ça, il faut que les gens s'organisent. C'est quand même clair, on peut aller trouver une place au marché, même si c'est on peut douloureux. rester sur son portail et un peu en retrait, mais occuper les trottoirs, occuper les... Mais on pouvait avertir, on pouvait communiquer autour. Non, Il y a eu- mais ça revient peut-être à la préfecture. Il y Parce a que eu j'ai une communication compris, ce que j'ai compris, pour faire une des journaux tous les matins sur Uzao TV. Je peux vous pourquoi pas. Ce que moi rappeler j'ai compris, qu'il y a eu c'est que c'est chaque des préfecture communications qui s'occupe pour de le faire. rappeler que l'opération va démarrer. Va démarrer, ok. Et je crois que c'est sur ces mots que nous allons clore le débat de ce samedi matin. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Georges Anagono. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Merci pour la disponibilité constante à nos programmes télévisés sur Uzao TV. Merci également à Habib Arandessi qui ne cesse de répondre à chaque fois quand le besoin se fait sentir. Merci également à vous, Wenceslas Maoussi, expert en information et en communication. J'espère que nous allons vous revoir très très bientôt. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité constante à ce programme télé. Le débat va se poursuivre, notamment en commentaire. Nous aimons beaucoup vous lire en commentaire, chers amis internautes. Merci à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve par la grâce et la bénédiction divine demain pour l'invité Paix au ciel.